Merci pour votre invitation. Donc, je reprendrai une des phrases, une des diapos de Françoise. Et la présentation que je vous propose se propose également d'encadrer les émotions. En effet, cette chirurgie fœtale est suffisamment chargée émotionnellement et jusqu'au fantasme pour essayer de vous présenter une grille de lecture qui soit, c'est le dernier dans la dernier modifié. Excusez-moi. Parfait. Donc cette chirurgie fœtale, le mot de chirurgie est très rarement à prendre au sens correctif ou reconstructeur. Et c'est très important. C'est une des notions, un message important. L'autre message important, c'est que notre patiente est la femme enceinte. Et si elle le souhaite, et si elle fait plus que le souhaiter, mais si elle prend une part très, très active dans cette prise en charge qu'on va lui proposer, son fœtus, et je ne dis pas bébé, je n'utilise jamais ce mot avant la naissance, son fœtus, eh bien, sera aussi notre patient. Mais il est très important, à la fois légalement, éthiquement et médicalement, puisqu'on passe à travers le corps de cette femme, que les choses soient bien claires. En étant médecin ou chirurgien du fœtus, on est avant tout médecin et chirurgien d'une femme enceinte qui représente à la fois la source de vie, mais aussi l'autorité éthique et souvent morale qu'elle veut bien donner à sa grossesse et à son fœtus. Alors, pour planter un petit peu le décor, bon, vous avez eu ce topo très, très bien illustré de Chantal sur le diagnostic prénatal. On a fait beaucoup plus de progrès dans le diagnostic que dans la prise en charge et même dans l'évaluation pronostique d'une anomalie qui est repérée par essentiellement l'échographie, mais maintenant l'IRM, le scanner et éventuellement l'endoscopie. Et vous voyez les tout débuts, après les découvertes et les développements de Ian Donald à partir des sonars de la RAF après la guerre, de l'échographie. Vous voyez cet écran d'échographie, ce qui ressemble très peu à un fœtus, et vous voyez plus d'effroi sur le visage de cette femme que d'admiration devant le fœtus qu'on lui montre dans les débuts des années 70. Et à partir de là, s'est créé un certain fossé qui laisse énormément de place aux émotions, à l'imagination, dont les orateurs précédents, plus talentueux que moi, vous ont parlé. Donc les débuts vraiment de la chirurgie in utero datent de toutes premières années des années 80 et c'est une initiative pédiatrique. Ce sont des chirurgiens pédiatres américains dans un petit colloque qui regroupait, je pense, une quarantaine de personnes. C'est gentil de m'avoir affublé du titre de pionnier, mais je suis un des héritiers des pionniers de cette chirurgie, mais pas un pionnier vraiment. Et cette Kroc Foundation, je ne sais plus si c'était une fondation privée ou affiliée à McDonald's, il y avait très peu de monde dans un petit hôtel des Rocheuses, je crois, avec des contreforts de Californie, et ont été posés de façon presque philosophique, ou en tout cas très intuitive, des critères de sélection pour appliquer cette chirurgie au fœtus, qui sont à la fois très fondés, plein de bon sens, et qui aujourd'hui tiennent toujours, et on le verra, sont un petit peu bousculés, mais on peut se poser la légitimité de vouloir les modifier. C'est avant tout fait, sauf pour une indication dont je vous parlerai bien entendu sur les jumeaux, mais sinon on s'adresse à un singleton. En effet, dans une grossesse gémellaire où un fœtus serait atteint d'une malformation qui pourrait justifier de cette chirurgie, généralement on ne propose pas de chirurgie ou on essaye de décourager les demandes parce que cette chirurgie est par définition aléatoire. Elle va s'adresser à des anomalies qui sont suffisamment graves pour engager très probablement le pronostic vital dans la quasi-majorité des cas si on n'intervient pas. Et par conséquent, cette chirurgie apportant elle-même des risques sur la continuité de la grossesse, et puisqu'elle est réalisée en milieu de grossesse en général, eh bien on ne prendra pas le risque de tout perdre, et en particulier de perdre un jumeau qui serait en bonne santé au moment où on s'attaquerait à un problème gravissime chez l'autre. Donc c'est généralement des singletons.
La motivation familiale, qui était un euphémisme, nécessite un engagement réel et actif de la femme enceinte. Familiale était utilisé en 80. En France, en 2017, c'est la femme enceinte qui est notre interlocuteur. Et à elle, bien entendu, dans la plupart des cas, d'impliquer le père ou son partenaire. C'est une équipe multidisciplinaire et cette multidisciplinarité, eh bien, elle a été posée dès le début parce que c'était des pédiatres qui rentraient dans un monde qui n'était pas vraiment le leur, celui de la grossesse, mais à l'inverse, en Europe, où cette mouvance a été essentiellement drivée par des obstétriciens, il faut remettre les pédiatres, sinon au centre, du moins sur la même ligne et travailler avec eux, car ce sont finalement... même si on n'utilise pas le terme d'enfant et in utero, c'est une chirurgie dont la connaissance pédiatrique est tout à fait essentielle. Il faut un plateau technique très particulier et le plus important, il faut pouvoir anticiper de la physiopathologie, gros mot pour dire histoire naturelle de la maladie ou de la malformation si l'on n'intervient pas. En effet, aujourd'hui, en particulier dans le contexte légal français, toutes ces malformations, ces anomalies auxquelles on s'attaque sont des anomalies ou des malformations qui peuvent justifier d'une demande d'interruption médicale de grossesse. Et donc la chirurgie fœtale peut largement se placer en alternative à l'interruption médicale de grossesse ou à l'accompagnement si rien n'est fait. Et il ne faut jamais oublier l'accompagnement. Ça n'est pas un choix, ça n'est pas une alternative à deux possibilités, c'est trois possibilités. On oublie trop souvent la troisième qui est d'accompagner ces femmes, de ne pas les rejeter, ce qui est le cas malheureusement bien trop souvent, d'accompagner ces femmes et à la naissance leur enfant vers une fin la moins douloureuse possible et la plus sereine possible. Et donc c'est une des trois possibilités qui s'offrent dans ces conditions. Donc l'anticipation de l'évolution naturelle est ce qu'il y a de plus difficile, après le diagnostic bien entendu, parce qu'au moment où on va pouvoir intervenir, eh bien, l'issue défavorable ou ce qui va la refléter le plus exactement n'est pas encore constitué, donc il faut l'anticiper. Et donc c'est une médecine probabiliste, très certainement, et donc les choix qui seront faits à ce moment-là sont tout à fait cruciaux. Et il faut également que cette anomalie, lorsque son histoire naturelle va l'amener jusqu'à la naissance, eh bien, ne puisse pas bénéficier, y compris du meilleur traitement pédiatrique disponible pour revenir en arrière ou empêcher les conséquences létales ou d'un handicap grave. Et pour illustrer ça, eh bien, je vous ai dit, elle est rarement complètement correctrice, même si historiquement, dans le début des années 80, les pédiatres ayant enclenché ce mouvement, leur idée était de corriger la malformation, d'appliquer au fœtus ce qu'ils appliquaient à l'enfant atteint d'une anomalie identique. Anomalie identique ne veut pas dire grand-chose dans la médecine du développement, car il existe des décalages très importants dans le phénotype, l'expression de la maladie, et en fonction souvent du moment où les choses ont commencé à s'aggraver. Et donc, par exemple, on y reviendra, mais une hernie congénitale diaphragmatique, un trou dans le diaphragme qui fait remonter les organes abdominaux dans le thorax, va comprimer les poumons, mais la gravité de cette compression pulmonaire ne va pas être la même pour tous les cas. Et donc, les pédiatres connaissaient cette malformation, ils savaient la réparer avec des enfants qui avaient survécu à la naissance, et ils ont essayé d'appliquer historiquement cette chirurgie complète in utero avec un échec flagrant, ne pouvant pas penser que ce gap, n'ayant pas vu d'enfants atteints des formes les plus graves, puisqu'ils mouraient à la naissance, ils ne pouvaient pas anticiper de l'échec de leur attitude. Et donc, ce à quoi on va s'attaquer, ce sont des anomalies dont on perçoit le début. Le début est un traumatisme, une lésion, un instant T, très précoce le plus souvent. Et ensuite, il y a un phénomène d'amplification de cette atteinte dont on va devoir anticiper de la gravité à terme. Et c'est un petit peu mettre le pied dans la porte pour empêcher les choses de se développer défavorablement que va intervenir la chirurgie fœtale. Donc on essaye de figer une évolution qui autrement était inéluctablement grave. Et c'est une approche qui est complètement différente de celle des premiers jours de la chirurgie fœtale. C'est une attitude qui va permettre d'attendre dans de bonnes conditions que la chirurgie ou la médecine
néonatale puisse s'exercer comme elle progresse de toute façon en permanence. Et pour ça, je vous ai dit que c'était une des alternatives à l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Il existe en France à peu près 5000 IMG du 2e et 3e trimestre de la grossesse par an. Notre loi est une loi qui autorise des interruptions médicales de grossesse jusqu'au terme. Et ceci permet à beaucoup plus d'enfants de survivre qu'elle ne tue de fœtus. Et c'est donc une loi qui est essentielle au développement de la médecine et de la chirurgie fœtale. Nous avons, en tant que praticiens de la médecine fœtale, une chance énorme comparée à nos voisins, enfin transatlantiques évidemment, et dans certains autres pays d'Europe où l'interruption médicale de grossesse connaît une limite au 2e trimestre qui est totalement incompatible pour la plupart des femmes avec la continuation d'une grossesse et une intervention prénatale dans l'espoir que les choses s'améliorent, car si elles mettent le doigt dans ce qu'elles peuvent appeler raisonnablement un engrenage, elles ne pourront plus revenir en arrière et interrompre une grossesse après un échec de ce traitement. Et donc nous avons beaucoup de chance en France et dans d'autres pays d'Europe, en particulier l'Angleterre, de pouvoir proposer une intervention, d'en voir son effet, d'anticiper de son succès ou de son échec, afin de ne pas priver ces femmes de leur droit à interrompre une grossesse dont l'issue serait particulièrement défavorable, en accord avec la loi. Et vous voyez que dans les causes qui mènent à une interruption de grossesse du 3e trimestre, 39% sont là parce que le pronostic n'a pu être établi que tardivement. Et donc c'est essentiel de pouvoir agir sur cette partie de ces anomalies, nonobstant les erreurs diagnostiques, etc. C'est la partie importante qui permet d'envisager, d'intervenir pour améliorer le pronostic d'une grossesse. Et donc notre rôle en tant que chirurgien du fœtus ou médecin du fœtus, parce que vous verrez que ce mot est un bien grand mot pour ce que l'on fait techniquement, eh bien, c'est de gérer une incertitude qui est bien souvent considérée autrement comme tout à fait intolérable. Donc il faut que nous puissions nourrir la réflexion de ces femmes avec qui elles choisissent de la partager, de façon à ce qu'elles embrassent éventuellement et qu'elles soient confortées dans leur attitude interventionniste, active et non fataliste, de pouvoir transformer le pronostic de leur fœtus. Mais bien entendu, il existe là dans la balance le risque de transformer un risque vital en risque de handicap. Et c'est pour ça, encore une fois, que la loi sur l'interruption de grossesse est absolument essentielle. Ensuite, il faut aussi gérer la question de la compétence. Alors, dès qu'on parle de cela, évidemment, on se fait beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Et il est essentiel, comme toujours en médecine, de considérer le volume d'activité que l'on va avoir à gérer dans des anomalies dont la fréquence, dont la prévalence est comprise entre 1 sur 1000 et 1 sur 50 000. Et à moins de 50 interventions par an, comme pour toute autre chirurgie, on ne peut pas penser être compétent. Et il est délicat, mais crucial, de faire la différence entre l'intérêt médical et scientifique et la compétence clinique qu'on peut apporter, et c'est quelquefois difficile à gérer. Alors, on essaye autant que faire se peut de trouver des modèles animaux des malformations humaines afin de roder une approche thérapeutique, une approche darwinienne. On va donc créer un modèle qui est généralement un modèle chirurgical de malformation, ce qui pose déjà des limites comparé à un modèle embryologique de malformation pour l'environnement développemental de cette anomalie elle-même, qui est rarement purement isolée. Et puis après, on passe éventuellement à la chirurgie humaine, mais malheureusement, bien souvent, comme ça a été le cas historiquement dans cette histoire de hernie diaphragmatique congénitale, eh bien, au moment du passage à l'intervention humaine, on s'aperçoit de limites. Au début de cette chirurgie, qui était encore une fois complètement réparatrice, on a fait le constat, d'autres ont fait le constat qu'il y avait une différence fondamentale entre la brebis et la femme, nonobstant le phénotype,
qui était sa tolérance à la chirurgie intra-utérine. Et bien sûr, cette chirurgie très mutilante qui lui était imposée entraînait dans la plupart des temps la perte de la grossesse. Alors la liste, je ne vais pas détailler tout cela, mais cette liste des anomalies qui aujourd'hui peuvent faire l'objet d'une intervention chirurgicale directe sur le fœtus est assez limitée. Elle reste ouverte car cette chirurgie, non seulement elle est innovante, mais elle est très souvent, au bon sens du terme, expérimentale, puisque je vous ai dit que la prévalence de ces anomalies avoisinait 1 sur quelques dizaines de milliers. Il ne faut pas s'étonner de ne pas les rencontrer souvent et de devoir, sinon improviser, appliquer des techniques et une standardisation de l'approche avec des outils chirurgicaux développés qui vont permettre de s'attaquer également à l'inconnu, comme c'est le lot de nombreux chirurgiens après la naissance, bien entendu. Toutes ces anomalies sont des anomalies qui vont entraîner un phénomène d'amplification de leur impact initial. C'est ce que je vous ai dit au début. Et donc, il va falloir gérer ce qui est innovant, imposer éventuellement une thérapeutique qui est innovante et donc au départ expérimentale, qui sera au mieux aidée par la connaissance de la physiopathologie et éventuellement l'expérimentation animale, de façon à minimiser les risques au passage à la chirurgie humaine. Mais les grands principes, je vous l'ai dit, c'est que notre interlocuteur est la femme enceinte. Et c'est elle qui est détentrice du statut de son fœtus. Et le terme de viabilité, fort heureusement en France en tout cas, n'a aucune valeur coercitive, alors qu'il peut en avoir aux États-Unis. Les étapes, eh bien, c'est d'abord de faire la preuve du concept. Une malformation survient, la volonté d'une femme ou de quelques femmes dont le fœtus en est atteint stimule l'action éventuellement médicale, la réflexion et l'action médicale, on fait la preuve du concept. Le consentement et l'information complète, on va y revenir, sont absolument essentiels et on essaye. On essaye avec un rationnel le plus solide possible. C'est ce qui rend le terme expérimentation non seulement acceptable, mais lui donne une vraie noblesse. Et à partir de là, va se constituer une petite série de cas. Cette preuve du concept se fait. Et puis, l'idée que ce traitement va pouvoir effectivement avoir un avenir dans cette indication fait son chemin. Et il existe un principe que les anglo-saxons appellent equipoise, d'équipoise, d'équivalence, c'est la traduction française de ce principe, où lorsque vous avez 2/3 des spécialistes qui pensent que la technique que vous proposez a un avenir, eh bien cette technique change de statut, elle n'est plus au stade de preuve du concept, elle est une technique innovante et elle doit être évaluée. Et c'est là que la difficulté réelle, non pas tellement l'intervention, mais la difficulté réelle commence, parce qu'évaluer une technique dont les indications sont de 1 sur quelques dizaines de milliers va être extrêmement compliqué pour être vraiment convaincante. Il existe alors, bien entendu, des moyens institutionnels, mais les premiers sont individuels et passent par à la fois l'empathie et le crédit que mutuellement le médecin et cette femme enceinte vont bien vouloir s'accorder. Mais bien sûr, là, on rentre dans un encadrement de la recherche médicale avec des comités de protection des personnes qui se soumettent à la recherche biomédicale. Et le gold standard, le Graal de cette évaluation est l'essai clinique randomisé. Un essai clinique randomisé, lorsque vous le proposez dans une circonstance médicale ou chirurgicale où il existe un traitement antérieur, pose peu de problèmes. Parce que vous randomisez, vous tirez au sort les patientes entre celles qui vont avoir le traitement existant et celles qui vont avoir le nouveau traitement. Et il existe rarement une différence de l'ordre du jour et de la nuit entre les deux traitements, et par conséquent, l'acceptabilité de cette randomisation est généralement assez simple. Ici, nous parlons d'anomalies pour lesquelles il n'existe pas de traitement, dont l'évolution la plus probable, si rien n'est fait, c'est le décès ou le handicap grave, et où le traitement peut éventuellement entraîner la perte de la grossesse. C'est l'équation de départ.
Si on fait abstraction de la perte de la grossesse ou de l'interruption médicale de grossesse comme alternative, on se retrouve dans des circonstances qui sont très proches de l'oncologie. Et en oncologie, fort heureusement, il n'existe plus des études randomisées contre placebo. Or là, soit vous allez proposer un placebo quand c'est une intervention pharmacologique, soit vous allez proposer une abstention thérapeutique lorsqu'il s'agit de chirurgie. Et donc, le concept de la randomisation est extrêmement difficile à faire accepter aux femmes enceintes qui vont devoir être l'objet de cette sollicitation. Et le respect de l'autonomie de ces femmes est donc particulièrement crucial et particulièrement difficile parce que c'est non seulement leur autonomie, mais leur autonomie à travers pour elles une charge émotionnelle absolument gigantesque qui va être finalement une question de vie et de mort pour le fœtus qu'elle porte. Et donc l'élaboration du choix, on peut se réfugier en médecine derrière le informed consent, le consentement éclairé, dont on sait que l'éclairage et la direction de l'éclairage qu'on va donner est beaucoup plus important que le terme de consentement dans la plupart des cas. Et pour cette situation particulière, un papier, une vidéo, un entretien et une signature en bas d'un papier ne conviennent absolument pas. Et ce que nous ambitionnons de faire avant une intervention fœtale ou un traitement fœtal, ça n'est pas un choix éclairé, c'est un choix partagé. Ça veut dire que dans nos arguments, qui doivent être le plus objectifs possible, nous portons le choix que va faire cette patiente. Nous lui demandons si elle pense avoir suffisamment d'arguments pour nous faire confiance dans le choix et l'indication qui nous semble raisonnable. Cette notion de choix partagé n'est pas très répandue en médecine et elle est particulièrement cruciale ici puisque entre l'annonce du diagnostic prénatal et de la malformation et la fenêtre qui va s'offrir devant nous pour intervenir, il y a, même s'il n'y a bien entendu et heureusement encore une fois en France aucune limite de terme, il va y avoir une fenêtre de tir qui est très limitée pour que l'intervention qu'on propose ait effectivement une chance de servir à quelque chose. Donc, il va falloir faire le tri entre ce qui est l'émotion, ce qui est la culpabilité, même si elle est totalement inappropriée, bien entendu, pour le ressenti de ces femmes, elle est présente, et bien expliciter toutes les options qui sont toutes thérapeutiques, même si j'y ai mis des guillemets, et qui sont l'abstention, l'intervention palliative simple, parce que il peut aussi s'agir simplement de permettre à cette grossesse de se poursuivre, et certaines de ces anomalies peuvent menacer la poursuite de la grossesse en causant une menace d'accouchement prématuré, par exemple. Donc on peut aussi proposer simplement de lutter contre la prématurité, mais pas de s'attaquer à la malformation. Des interventions palliatives plus complexes, comme des dérivations avec des poses de drain dans des épanchements ou des kystes qui sont, là encore, qui menacent éventuellement la vie du fœtus, ou bien une chirurgie endoscopique. Et puis, on pensait l'avoir totalement oublié, mais à titre personnel, je dis malheureusement, elle est revenue, la chirurgie à utérus ouvert, j'en dirai un mot, et éventuellement l'interruption de la grossesse. Et tout ça, donc, doit se mettre en face d'éléments objectifs qui vont permettre un choix partagé. Ça prend du temps, donc je saute bien entendu quelques diapositives pour ne pas minimiser cet aspect. Et ensuite, lorsque ce cheminement a été fait, eh bien voilà, on se trouve devant les particularités de ces affections, très très rares, petits effectifs, des phénotypes très hétérogènes parce que les individus ne sont pas égaux devant la lésion elle-même. Certains vont réagir très mal, d'autres très bien, et tout un spectre intermédiaire. Et également, en fonction du moment où la lésion s'est déclarée et le temps qui s'y est écoulé, on va avoir des phénotypes très hétérogènes, donc c'est très difficile de comparer un cas à l'autre et donc un traitement.
La variabilité des pratiques, parce que dans cette médecine et éventuellement cette chirurgie, cette gestion des problèmes qui est aussi ancienne qu'existe le diagnostic prénatal, eh bien, les gens s'enferment souvent dans des certitudes dont ils ont du mal à sortir pour, pensent-ils tout à fait sincèrement, le bien des femmes, mais pas forcément. Il y a bien sûr des comorbidités, des malformations associées, des syndromes, des maladies génétiques dont il va devoir faire le tri pour rester raisonnable dans ce que l'on peut proposer. Et puis des critères d'évaluation de l'effet du traitement proposé qui vont quelquefois simplement être palpables, évaluables qu'après la naissance, ce qui bien entendu renvoie à l'alternative de l'interruption de grossesse dans le doute. Et après, y compris quand ces enfants survivent, que va-t-on appeler un succès ou un échec? Est-ce que c'est une question de survie qui est entre guillemets beaucoup plus facile à obtenir qu'un pronostic fonctionnel normal ou acceptable? Et qu'est-ce qui est acceptable? Eh bien, anticiper tout cela avant la naissance et avant même d'avoir opéré fait intervenir au mieux une équipe totalement pluridisciplinaire, anténatale bien entendu, mais surtout postnatale, de pédiatres qui vont être tout à fait familiers et partie prenante de ces programmes d'intervention fœtale pour éviter ce que je mentionnais dès ma première diapositive, une méconnaissance, un malentendu complet entre la connaissance pédiatrique d'une maladie qui implique que les enfants ont survécu à leur naissance et la forme cachée que nous voyons nous en anténatal qui ne permettra pas à ces fœtus de devenir des enfants que les pédiatres verront. Donc la connaissance mutuelle de l'anténatal par les pédiatres en question et du postnatal par nous-mêmes est absolument critique et elle est rare. Un exemple historique très rapide, la maladie hémolytique, la maladie Rhésus, où un fœtus devient anémique jusqu'à en mourir, puisque l'hémoglobine est la seule source d'oxygène pour le fœtus, lorsque la femme enceinte lui transfère des anticorps qu'elle fabrique, femme Rhésus négative, fœtus Rhésus positif, 2 grossesses de suite, la deuxième, les anticorps sont là, ils passent à travers le placenta, ils détruisent les globules rouges du fœtus. C'est la plus ancienne des maladies fœtales, du diagnostic prénatal et de la thérapeutique fœtale, puisque la première transfusion in utero, sous contrôle radioscopique, en injectant dans l'abdomen, le péritoine du fœtus ayant des capacités d'absorption extraordinaires de sang, sans même aucune échographie à l'époque, ont été faites par Liley en Nouvelle-Zélande dès 1962. Eh bien, on n'a jamais fait d'études randomisées, mais on n'a jamais non plus randomisé des gens qui sauteraient d'un avion avec et sans parachute. Donc, bien évidemment, l'étude randomisée ne se justifie pas, mais on sait que ne pas transfuser un fœtus in utero qui est très anémique eh bien, conduit à un désastre. Et on le sait maintenant de façon beaucoup plus objective, par des moyens indirects en fonction du pronostic des fœtus en question qui présentent certains types de gravité bien reconnus en anténatal. Les essais randomisés, il y en a eu très peu, et seulement 2 ont changé les pratiques. D'abord, de donner des corticoïdes à une femme enceinte qui a une menace d'accouchement prématuré. Ces corticoïdes entraînent une maturation des poumons, et l'enfant prématuré, après avoir reçu des corticoïdes, va beaucoup moins mal et éventuellement beaucoup mieux qu'un autre prématuré du même âge. Ça a été montré par plusieurs études randomisées, c'est absolument établi et plus personne ne remet ça en question. Le deuxième étude randomisée qui a montré une efficacité et qui a été adoptée comme un standard de soins, c'est une anomalie des grossesses gémellaires monozygotes, mais non seulement monozygotes mais monocoriales, ça veut dire que 2 jumeaux ont le même placenta et que bien qu'ils partagent un placenta, la nature n'est jamais bien faite de ce côté-là et le partage est toujours inégal. Et cette inégalité dans le partage du placenta peut menacer la vie des 2 fœtus, et non seulement la vie, mais aussi, même s'ils survivent, leur développement de différents organes, et en particulier cérébral. Et on a montré que la chirurgie in utero par des techniques micro-endoscopiques qui ont donc été créées pour cette intervention au début des années 90 a permis de séparer ces placentas, de les rendre bicoriaux,
et a transformé le pronostic de ces fœtus. Non seulement il a transformé leur pronostic, mais cette technique a été adoptée dans le monde entier et est maintenant le standard de soins. Et de ce fait, eh bien, c'était particulièrement innovant et disruptif parce qu'il n'existe pas de modèle animal et que l'histoire naturelle est extrêmement variable d'un cas à l'autre. Et je fais exprès de ne pas vous montrer de jolis fœtus en fœtoscopie parce que ça n'est pas le rationnel de cette chirurgie. Vous voyez le placenta, vous voyez des tirs laser qui sont ces taches de bougie qui apparaissent dans le coin, et on repère sur le placenta les vaisseaux qui connectent les deux fœtus. On coagule ces vaisseaux. Les instruments qui ont été développés sont des instruments qui font moins de 2 mm. Et voilà pour cette intervention-là. Mais ces instruments ont été le départ d'une boîte à outils ou à instruments chirurgicaux, pour rester un peu plus chirurgical, qui est utilisé dans beaucoup d'autres interventions maintenant. Et vous voyez, quand on a commencé ça en 90, et en 2014, il y a plus de 4000 cas qui ont été traités et avec des résultats de survie qui sont parfaitement homogènes et reproductibles. Et le pronostic à long terme est confirmé comme étant bon. Et puis, il y a des essais randomisés qui n'ont pas été à l'origine d'un changement de pratique. C'est en particulier dans la hernie diaphragmatique. Je vous ai parlé de ce trou dans le diaphragme et de l'irruption des organes qui compriment les poumons. L'attitude moderne ne consiste plus à réparer ces enfants in utero, ces fœtus in utero, mais si on les répare in utero, on les prend comme des enfants, mais à bloquer l'évolution de cette maladie pulmonaire, en fait. Ne pas s'occuper du trou, dont les chirurgiens s'occupent en 2 coups de cuillère à peau ou presque après la naissance, mais prévenir la compression des poumons pour que ce fœtus devienne un enfant qui naisse avec des poumons fonctionnels. Et pour cela, on bloque sa trachée. Donc, in utero, on va intuber le fœtus. On bloque sa trachée pour empêcher le liquide qui est produit par les poumons de sortir et forcer mécaniquement et chimiquement le développement des poumons. Et ce que vous allez voir théoriquement sur cette partie-là, c'est donc un endoscope qui est rentré dans la bouche du fœtus, in utero, cet instrument de 2 mm, on descend, on l'intube, comme on intube un malade au bloc opératoire, on passe derrière la glotte et on va trouver l'entrée de la trachée, on descend jusqu'à la carène et on va y gonfler un petit ballon qu'on va laisser pendant 1 mois, et puis ensuite on y retourne par le même chemin, on dégonfle le ballon, et on espère donner en cela un potentiel de développement des poumons du fœtus qui est bien supérieur à celui que l'on pourrait espérer par l'histoire naturelle, de façon à diminuer le risque d'hypoplasie pulmonaire. Cette technique, elle a une certaine efficacité, elle est en cours d'évaluation dans des études randomisées qui ont beaucoup de peine à progresser, et en cela, eh bien, cette technique ne s'est pas diffusée. Cette technique ne s'est pas diffusée parce que c'est une chirurgie qui est difficile, c'est une maladie qui est beaucoup plus rare que le syndrome transfuseur-transfusé, c'est une maladie dont l'hétérogénéité du phénotype est colossale, et le tout fait qu'on n'arrive pas à se convaincre ou à convaincre éventuellement une femme enceinte dont le fœtus est porteur de cette malformation qu'on va réellement avoir un impact. Et donc la généralisation de cette chirurgie n'est pas encore pour aujourd'hui. Des études randomisées sont en cours actuellement en Europe. Elles ont beaucoup de mal à avancer. Je reviendrai sur les difficultés de tout ça. Alors, juste un dernier exemple qui est très disruptif, qui est celui du myéloméningocèle, du spina bifida. Jusque-là, les critères fixés en 82 s'attaquaient à des maladies létales. Le spina bifida n'est pas une maladie mortelle. Les enfants qui naissent avec un spina bifida et qui sont pris en charge correctement ont une intelligence normale. La moitié d'entre eux va avoir une mobilité réduite, voire très réduite, mais on n'est pas là dans des critères qui justifient a priori d'une intervention in utero. Et pourtant,
cette affection a été l'objet d'études qui ont montré que l'influence du liquide amniotique sur la moelle qui est à nu, c'est ça le spina bifida, la moelle épinière est à nu, va aggraver la maladie petit à petit pendant la vie intra-utérine. Les chirurgiens américains ont montré qu'en faisant une chirurgie ouverte, à utérus ouvert, donc c'est comme une césarienne, mais au milieu de la grossesse, eh bien, on arrivait à fermer, à réparer ce défect. Ça, c'est le dos d'un fœtus qui est exposé à travers un utérus qui est ouvert. On arrivait à réparer, comme en postnatal, cette malformation, et qu'en moyenne, les enfants, dans une étude randomisée, les enfants qui naissent après cette chirurgie ont un niveau moteur meilleur de 2 niveaux en moyenne que lorsqu'on les opère après la naissance. Le prix à payer est une morbidité pour l'utérus maternel qui est considérable en milieu de grossesse et qui obère forcément leur avenir obstétrical, ou au moins la grossesse et le mode d'accouchement. Et donc, on peut se poser la question de la légitimité de cette chirurgie. Sont donc développées actuellement, et en particulier donc aux États-Unis à Houston et puis chez nous à Necker, des techniques de réparation endoscopique avec la boîte à outils dont je vous ai parlé, de façon à minimiser l'impact sur l'utérus maternel pour une chirurgie qui n'entraîne pas la guérison de la maladie, d'une maladie qui n'est pas mortelle. Donc, ce débat reste ouvert et la justification éthique de la chirurgie à utérus ouvert pour le spina bifida est loin d'être réglée. Donc, les études sont difficiles à mener. Le placebo est impossible. Je vais vous passer cet exemple pour qu'on arrive quand même à la fin. Alors, autre perspective, certaines anomalies cardiaques, qui sont le rétrécissement des 2 gros tuyaux qu'on a dans le cœur, qui sont l'artère pulmonaire et l'aorte, peuvent entraîner respectivement le non-développement du ventricule droit pour l'artère pulmonaire ou du ventricule gauche pour l'aorte. Et de ce fait, ensuite, il n'existe qu'un ventricule. Et la survie avec un seul ventricule est très compliquée et très aléatoire. Et donc, la reconnaissance précoce de ce rétrécissement par le diagnostic prénatal permet dans certains cas d'intervenir sous contrôle échographique, comme vous le voyez, avec une aiguille qui rentre dans le cœur du fœtus. Bien sûr, ces fœtus, j'aurais dû le dire en premier, sont tous sous anesthésie générale, bien entendu. L'aiguille rentre dans le cœur, vous la voyez arriver sous échographie à droite, c'est le trait blanc, la pointe du cœur. On rentre dans le ventricule gauche qui n'est pas fonctionnel, qui ne bouge pas. On passe un cathéter dans la valve de l'aorte, on gonfle ce cathéter, on dilate la valve et on s'en va. Et l'idée est de permettre, par l'augmentation du diamètre de cette valve, de rattraper le retard de développement du ventricule. Les résultats sont très aléatoires. La plus grande série est celle de l'hôpital de Boston, qui a commencé cette chirurgie en premier, et on a en gros 50% de chances d'avoir effectivement un enfant qui naît avec 2 ventricules fonctionnels. Si on propose à ces femmes une étude randomisée, 1 sur 1 avec 50% de réussite attendue, ça veut dire que en prenant le chemin de la randomisation et en ne prenant pas celui de l'interruption de grossesse, elle se retrouve finalement avec 75% de risque d'échec pour une chirurgie dont on pense qu'elle a 50% de succès, ce qui est quand même difficile à modéliser dans une étude randomisée. Et donc, pour finir, il existe, nous pensons, des alternatives à la randomisation et nous avons appliqué ça à l'infection par le cytomégalovirus, qui est un virus qui entraîne des anomalies du développement sévères in utero. Nous avons donné ce traitement à toutes les femmes, après avoir essayé pendant 3 ans de les randomiser, et 3 en 3 ans ont accepté cette randomisation. On a décidé de donner un traitement antiviral à toutes ces femmes en utilisant des techniques statistiques qui permettent d'anticiper d'un effet biologique du traitement, qui sont utilisés en oncologie en particulier, où encore une fois il n'y a plus de placebo. Et on a pu montrer, donc ça c'est peu importe, c'est la méthode en question, on a pu montrer que là où l'histoire naturelle attendait un succès de 40% en termes d'enfants en bonne santé à la naissance, l'impact du traitement permettait d'envisager une guérison, enfin un état asymptomatique à la naissance de 80%. Donc, non seulement ces modalités de thérapeutique fétale, eh bien, elles sont innovantes, expérimentales, mais au-delà de la technique, il faut penser à leur évaluation et il faut trouver des moyens d'évaluer cette technique qui ne
font pas rentrer les femmes dans des cohortes de brebis. Et la randomisation en anténatal est un peu cela. Donc, si on veut maintenant avoir un vrai impact dans la perspective, eh bien, la thérapie génique fœtale, elle ne servira à rien parce que ce sur quoi elle est dirigée, bien souvent, a un début embryonnaire et on arrivera après la bataille. La thérapie médicale et chirurgicale va forcément être limitée et très symptomatique, comme dans les exemples que je vous ai montrés. Et il faut, mais pour ça, il faudrait que ce pays accepte d'avoir une recherche sur l'embryon, ce qui est interdit à ce jour, et on peut bien entendu le regretter, et je suis sûr que René Friedman demain le regrettera également, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir proposer éventuellement une médecine embryonnaire personnalisée si on veut vraiment corriger des anomalies du développement à un stade où elles pourront avoir un effet bénéfique. Avoir peur de cet eugénisme high-tech, c'est une critique qui existe depuis 1960, avec ces mots-là. Donc je pense qu'en tant que praticien, en tout cas, on se doit d'envisager qu'on puisse effectivement être à ce point transgressif et disruptif. Et je voudrais finir avec un de mes philosophes spécialistes des aphorismes, qu'il est difficile de faire des prédictions, surtout à propos de l'avenir, que si on ne sait pas où on va, on finit forcément ailleurs, et que l'avenir n'est plus ce qu'il était autrefois. Et je vous remercie de votre attention.